Ici les deux pignons, Arnaud et Charlotte. À partir du 17 mai, on part pour le Kazakhstan à vélo en traversant 20 pays. Pas le chien. Non. Je sais pas trop comment me décrire en fait. Je suis en couple avec Arnaud, qui a été mon compagnon et mon compagnon de route, mais aussi mon compagnon tout court, pendant ces 14 mois de vélo. Et je suis aussi professionnellement chef de projet. Bonjour, moi c'est Arnaud. J'ai découvert le voyage à vélo avec Charlotte, après s'être rencontrés en Chine. Et aujourd'hui, me définir, c'est un peu compliqué. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre C'est dur comme question, hein. Qui on est, pardon. Voilà, Charlotte, Arnaud, nous sommes les deux pignons. Donc nous avons voyagé du Kazakhstan à la France, c'est pendant 14 mois. Nous avons effectué 14 000 km. Et bien évidemment, on a voyagé avec ces deux biclous qui ne sont pas électrifiés. Et on a traversé 20 pays sur 14 222 km. Attention, les chiffres, c'est très important, en tout cas pour moi. À côté donc de voyager, de découvrir des nouvelles cultures, des traditions, des personnes, nous avons eu l'idée d'avoir un projet annexe qui soit orienté sur la rencontre de personnes qui s'investissent dans le surcyclage. Donc le surcyclage, c'est en anglais l'upcycling, c'est le fait de réutiliser des objets qui sont vétustes, voués à aller à la poubelle, qui sont réutilisés pour en faire de nouveaux objets d'une valeur supérieure. La fonction peut aussi être supérieure. Nous avons survécu à tous ces mois d'aventure. Et l'objectif second, c'était notre projet sur l'upcycling, qui je pense aussi a été rempli. On a réussi à rencontrer des personnes dans presque tous les pays. Et le troisième objectif, qui était surtout l'enrichissement personnel, découvrir le monde, découvrir comment des gens vivent différemment, comment est leur culture, la manière de vivre, et ça va du réveil au coucher. Des gens ont des vies totalement différentes, et je pense que cet objectif est plus que réussi. Ouais, on a surtout été surpris de ça. On pensait pas qu'on allait faire des rencontres aussi puissantes, aussi fortes, aussi émotionnelles. Et d'ailleurs, on garde encore des super contacts avec eux. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui, d'ailleurs, de faire fructifier ces relations. C'était en Géorgie. Donc c'est dans l'électronique. Donc c'est un monsieur qui s'est un jour, il a vu en fait que devant les tonnes de déchets créés par le monde de l'électronique, il s'était dit mais on doit bien pouvoir faire des câbles USB à partir d'anciens câbles. Et c'est pas possible de les jeter, on doit pouvoir les refaire. Et donc il s'est lancé un défi. Et il a racheté des vieilles machines, des lignes de production en Chine, il les a fait livrer en Géorgie, et tout seul, à coup de plusieurs milliers d'essais et d'échecs, il a réussi à créer des nouveaux câbles avec du plastique recyclé à partir de bouchons de bouteilles. C'était un projet, bien sûr, avec de la productivité derrière, mais aussi un projet social. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Son entreprise a aussi une vocation sociale parce qu'il emploie à son usine des personnes issues de l'immigration en Géorgie. Mais ce qui était impressionnant, je trouve, c'est de voir que c'était aussi démocratisé dans les pays d'Asie centrale. On ne pensait pas que le surcyclage, ça semble être récent, ce qui n'est pas du tout. C'est juste qu'on a réussi à mettre un mot dessus dans les années 2000, quoi. Waouh. Mais je pense qu'il y a le fait d'abord d'avoir vécu en tant que nomade, donc avec peu, parce que finalement on pouvait peu transporter sur nos vélos, même si on a cumulé 5 kilos de plus par rapport à ce à quoi on était habitué au début. Mais donc on a surtout été amené à voyager en tant que nomade avec peu, et ça on veut le garder aujourd'hui aussi, ce qui est un peu compliqué, mais on essaie de le garder. Et après, à travers les échanges avec des personnes qui étaient effectivement moins
moins appareillé, avec moins d'objets, etc. Ça nous a, en tout cas, une des choses qui a résonné en moi, c'était de se dire, en fait, ça permet de créer un peu plus de relations, d'avoir plus de temps, en fait, avec l'autre. Je m'accorde plus de temps et je parle plus avec les gens aujourd'hui en France quand j'ai du temps. Alors qu'avant, peut-être que j'avais plus une envie de me dire, je regarde le téléphone, quoi. Oui, je pense qu'on est unanime là-dessus. On aurait pu penser que le plus difficile, ça aurait été de communiquer ou alors trouver du camembert, ça aurait pu être compliqué. Mais non, ce qui a été le plus difficile, c'était l'hiver. L'hiver, ça a été vraiment un moment où on était tendus, on versait même pas. Ensemble, on a pu se soutenir. Mais il y a quelque chose, on était mal équipés pour l'hiver. On pensait pas qu'on allait atteindre des températures si basses. Donc pour le situer, on a traversé l'hiver, dans le Caucase. Donc le Caucase, c'est les pays qui font, il y a l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie. Et en fait, c'est des pays montagneux. Et en gros, on a fait du vélo par moins 10 degrés au maximum, au plus chaud de la journée. Moins 10 degrés, et on a fait des nuits où il faisait moins 20, où le matin l'eau allait geler, alors enfin voilà, où en gros il a fallu, c'est déjà des choses qu'on avait expérimenté, de dormir par des températures négatives, mais aussi froides et aussi peu équipés pour des températures pareilles, ça a été très compliqué. Le fait de dire ça y est, quoi, on a réussi. Et on peut être fier de nous. Et maintenant, on va se recentrer sur comment faire fructifier ce qu'on a appris pour pas l'oublier, le partager. Oui, c'est ça qu'au moment, quand on est arrivé par l'Yvette, quoi. C'est après 14 mois sans avoir vu le coin, il y a eu cette impression d'être jamais vraiment parti. L'Yvette, ça reste l'Yvette, les bords de l'Yvette, il n'y a pas eu d'aménagement particulier, donc comme une impression bizarre dans la tête d'être jamais parti. Les premiers matins, on est dans une maison, on n'est pas dans la tente, il n'y a pas le réchaud à sortir, il n'y a pas qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange demain, les provisions, en fait, toutes ces routines qu'on avait, tout d'un coup, elles disparaissent. Et bizarrement, on se sent un peu, je sentais on savait presque pas trop quoi faire. On était là, on est rentré, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce qui est bien, c'est que les derniers mois, on avait une liste de petits projets de sédentaires à faire, et donc là, on est en train de cocher ces cases une à une. Et ensuite, les premières semaines, se remettre dans le travail. Je me sentais un peu comme quand on est plus jeune et qu'on rate une soirée, on sait pas de quoi parlent les gens, et on sait pas trop ce qui s'est passé. Donc, je me remets un jour petit à petit. Il y a eu quelques coups de mou, je vous cache pas, où parfois je suis dans mon bureau et je regarde par la fenêtre, les nuages qui défilent, le ciel est bleu, des grandes envies de sortir, quoi. Moi, je suis encore à cheval entre la vie nomade et sédentaire. Après, elle devient de plus en plus sédentaire puisqu'on vit dans une maison, on a un frigo et on a un stock alimentaire, voilà. Mais je le vis bien parce que j'avais envie de rentrer déjà, et parce que comme disait aussi Arnaud, on va continuer à voyager à travers des rencontres, une exposition photo peut-être, l'écriture de quelque chose, et avec ça j'ai l'impression qu'on tourne pas une page, mais en tout cas on la nourrit, en tout cas on nourrit ce voyage d'une autre manière. C'est impossible de répondre. Ah non, le plus beau souvenir. L'agrégation de toutes ces rencontres, en fait. C'est à la fin, on se dit, quand j'essaie de me projeter sur quelque chose qui est juste incroyable, là j'ai plein de visages en fait de personnes qu'on a rencontrées. Ouais, non mais c'est vrai que du coup, un beau souvenir, ce serait une grande image, avec, comme a dit Charlotte, des portraits de tous les gens qu'on a rencontrés. Et ça forme un énorme souvenir avec en arrière-plan la chaîne du Pamir à 4000 mètres. Voilà, tout simplement.
J'étais déjà d'une grande patience. Je pense que je suis devenu encore plus patient qu'avant. Et je pense que c'est surtout relativiser tous les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie ici, les relativiser par rapport aux gens qu'on a vus, dans le monde dans lequel ils vivent. Et je pense que c'est surtout ça qui me fait qui me fait réfléchir quand je me dis ah putain, je vais être en retard au boulot. En fait, je m'en fous quoi. Un peu comme Arnaud aussi, à ce côté, j'ai gagné en patience et moi je l'étais pas trop, donc c'est super sur ce point-là. Et je pense qu'Arnaud a beaucoup aidé aussi pour m'aider à gagner en patience et en relativiser aussi beaucoup de choses. Comme disait Arnaud, quand on voit en fait toutes ces rencontres avec qui on a encore des contacts, qui ont vécu des choses. Une femme qui a perdu sa sœur et qui peut plus, qui est afghane et qui a perdu sa sœur et qui peut pas retourner dans son pays, qui peut même pas étudier. Une autre qui est coincée dans le Pamir alors qu'elle veut étudier l'anglais, ou alors un autre qui a dû quitter la chaîne du Pamir avec rien, toute sa famille derrière pour aller aux États-Unis. Quand on est en contact avec eux, ça me fait beaucoup de bien parce que je pense qu'on s'apporte des choses mutuellement et moi, elles me font carrément relativiser sur tout ce qui se passe, quoi. Je me raccorde à elles et je me dis ok, bon. Il n'y a pas mort d'homme en tout cas sur ce qu'on peut nous vivre dans notre quotidien. On est en contact avec des personnes en Arménie et aujourd'hui l'Arménie elle fait face à une vague migratoire énorme et donc voilà, quand on voit ça, moi je veux dire que ma vie j'ai aucun problème, tout va bien.